moi je pense que je suis dans l'extrême inverse. Parce qu'au final, une idée, c'est vrai que c'est très bien d'avoir des idées. Ouais. Surtout l'exécution qui compte au final. Donc créer une plateforme de crowdfunding, c'est une idée en soi. Ouais. Par contre, comment tu vas créer ta plateforme et comment, à qui elle est destinée, c'est quoi le truc qui fait que les gens viennent chez toi et pas sur la plateforme à côté, c'est ça qui est important au final. Ok, c'est parti. Merci Simon d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. On est aujourd'hui dans ce podcast pour parler de Coalect. Est-ce que tu peux présenter ce que c'est et expliquer ce que fait ta startup? Oui, donc Coalect, on travaille beaucoup avec des ONG ou des universités, des fonds d'hôpitaux pour créer sur mesure des plateformes de récolte de fonds. Ok. Sous plusieurs formes. Donc la plupart font des campagnes de dons, mais on propose aussi du crowdfunding plus traditionnel dans le sens où on fait un don en échange d'une contrepartie, ou des ventes de produits. Donc là, c'est plus des scouts qui vendent des lasagnes ou un club de sport qui vend, je sais pas, un produit typique du club. Et en plus de proposer cette plateforme, on les accompagne aussi un petit peu dans leur récolte de fonds, savoir un petit peu comment... Parce qu'ils sont déjà habitués à le faire hors ligne, évidemment. Maintenant, en ligne, pour beaucoup, c'est plutôt récent. Donc on les accompagne aussi avec un suivi plus personnel. Donc vous facilitez vraiment la récolte de fonds pour les projets qui n'ont pas un objectif de profit, entre guillemets. En fait, on n'est pas limité à est-ce que c'est pour du profit ou pas. C'est juste que nos outils sont à la base plutôt conçus pour des ONG. Et donc ça se décline assez facilement pour d'autres types d'organisations, comme je l'ai dit pour des universités par exemple. Par contre, on n'a pas pris comme focus, disons, un groupe d'entrepreneurs qui veut lancer une société qu'il faut incorporer, etc. Donc ça part des ONG, mais vous êtes ouvert à d'autres types de projets, quoi. Ok. Et l'idée vous est venue comment? Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait pas mal d'ONG qui avaient du mal à récolter des fonds? Est-ce que vous avez vous-même été confronté au problème? Est-ce que vous-même vous avez une ONG et vous vous êtes rendu compte c'est chaud de lever des fonds quand on a une ONG? D'où c'est venu? En fait, je vais peut-être d'abord vite expliquer comment l'équipe s'est formée, parce que c'est assez lié. En fait, à la base, il y a deux Flamands, Lloyd et Maxime, et deux Wallons, Simon, donc moi-même, et Anthony. On s'est rencontrés dans l'accélérateur de start-up Nestup. Lloyd et Maxime avaient l'idée du projet, de ce qu'est aujourd'hui Coalect. C'est eux qui sont arrivés avec cette idée-là. Nous deux, Anthony, on avait une autre idée. Seulement, Lloyd et Maxime ont fait Solvay en gestion. Donc ils avaient l'idée mais ils ne savaient pas la développer. Moi je suis designer, Anthony est développeur. Et donc voilà, le jury nous a dit on a choisi ce projet-là parce qu'on pense que c'est mieux d'avoir des gens qui ont fait gestion, qui savent gérer un projet et puis qui pourraient faire appel à une agence ou quelque chose pour le développer. Par contre, ce qui serait vraiment intéressant, c'est que vous fusionniez les équipes. Donc c'est ce qu'on a fait la semaine suivante. On a réfléchi un peu et puis on s'est lancé à 4. Donc par rapport à ça, des collectes de fonds, on en a tous fait à notre niveau, donc tous les 4. Par exemple, moi j'étais au scout, donc voilà, tous les ans il fallait... Donc j'ai fait mes années de pionnier, donc on part à l'étranger, il faut financer un camp. Et j'ai fait aussi 3 ou 4 ans chef pionnier, donc c'était de nouveau aller à nouveau une récolte de fonds. Voilà. En plus de faire des projets avec l'école pour le télévis, où j'ai participé à Cap 48 dans mon quartier, voilà, tous des trucs comme ça. Donc sans jamais vraiment avoir m'être défini récolteur de fonds, c'est juste, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Tu l'as vécu, quoi. Voilà, comme ça, mais comme beaucoup de gens. Et chacun de nous a un peu eu cette expérience-là. Maxime, celui qui est venu avec l'idée, lui est allé plus loin que nous là-dedans parce qu'il a collecté des fonds pour UNICEF. Donc là, il était vraiment volontaire chez UNICEF pour le faire. Donc lui est allé quand même l'étape au-dessus, on va dire. Mais au final, ce qui fait qu'on avait un peu tous la vision de ces collectes de fonds qui se font encore au porte-à-porte ou dans la rue ou dans la famille.
où on donne 20 € et puis il faut bien se souvenir que mamie a donné 20 € et donc ça veut dire que je dois lui donner 5 lasagnes à la prochaine. Au niveau du recording, ça va être incroyable. Enfin, oui, c'est ça, c'est des petits morceaux de papier. Puis, enfin voilà, après, il y a les gens avaient trouvé des solutions pour le faire. Hein, je veux dire, on tient un petit Excel ou quoi, voilà, mais c'est pas hyper ergonomique. Donc on voulait déjà proposer une solution pour gérer ça. Et aussi apporter évidemment tout l'aspect en ligne qu'il y a maintenant, donc avec les réseaux sociaux, je peux maintenant partager mon projet de récolte de fonds pour mon camp scout l'envoyer à mes amis sur Facebook ou ailleurs. Et eux peuvent payer en ligne. Maintenant, on a toujours tenu en compte le fait que les gens font encore beaucoup de choses hors ligne. Donc dans nos outils, tout est prévu aussi pour que ce soit faisable. C'est pas l'un ou l'autre. Les deux vont ensemble vraiment. Et donc c'est peut-être pour ça qu'on a un peu plus une approche ONG, disons, alors que d'autres projets plus commerciaux ou vraiment, enfin business en tout cas, vont peut-être aller beaucoup plus loin dans uniquement en ligne, et c'est comme ça que ça se passe. Et les gens sont habitués avec ça, donc ça leur va. Et c'est quoi la différence avec le crowdfunding? Alors par exemple Kickstarter ou Indiegogo? Donc le crowdfunding en soi, ça on le prévoit dans nos outils, donc le fait de faire un don et de recevoir une contrepartie. C'est possible de créer un projet. Maintenant, la grosse différence qu'il y a chez nous avec d'autres plateformes générales de crowdfunding, c'est que nous on développe les plateformes pour nos clients. Donc chaque client a sa plateforme. Dans laquelle il a vraiment accès à tout. Uniquement ce projet-là. Donc les données qui rentrent dans la plateforme appartiennent aux clients, ça appartient pas à une plateforme centrale. Donc il récupère toutes les données qui lui appartiennent au final. On peut aller beaucoup plus loin évidemment dans tout ce qui est personnalisation, donc effectivement au niveau des couleurs ou des images, etc. Mais aussi même du fonctionnement de l'ONG par exemple. Il y a beaucoup d'ONG qui travaillent avec la Fondation Rambaudouin en Belgique et on prévoit une intégration avec la Fondation Rambaudouin, ce qui est juste impossible à faire avec une plateforme générale parce que ça demande quand même beaucoup de travail et d'aller-retour. Il n'y a aucun intérêt pour une plateforme générale de le faire parce qu'ils vont avoir 2 projets par an. Alors que nous, on travaille directement avec des clients qui passent par eux et chaque client a aussi 10, 20, 30, 100 projets. Donc c'est y a un levier comme ça qui... Et ça représente beaucoup plus de travail de développer une plateforme par client par rapport au fait de développer une plateforme et chaque client a un compte qui lui est précis. C'est quoi la différence Je sais pas si... Ça peut demander moins de travail d'un côté mais plus de l'autre, donc c'est juste 2 choses qui sont différentes. En fait, à la base, on avait lancé l'idée... vraiment primaire, c'était de lancer notre plateforme de fundraising pour des écoles, des clubs de sport, des mouvements de jeunesse. Et donc ça en soi, techniquement c'est peut-être moins compliqué que de prévoir quelque chose qui est adaptable à beaucoup, ça c'est sûr. Maintenant, je crois que d'un côté communication et marketing, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a déjà énormément d'acteurs, d'avoir une plateforme et de faire venir les gens sur cette plateforme. Oui, tu te dis, il y a une nouvelle plateforme, mais moi, autant aller sur Kickstarter ou Indiegogo, qui sont là depuis plus longtemps. C'est ça, voilà. Donc, c'est beaucoup plus compliqué à ce niveau-là, donc il y a un plus gros travail là. Alors qu'en travaillant avec des clients et en leur fournissant au final les outils dont eux ont besoin, la communauté, ils l'ont. Donc eux, c'est pas simple, c'est sûr qu'il y a encore du boulot de leur côté, d'activer leur réseau de volontaires. Mais si je prends un exemple un peu plus concret, on a beaucoup de clients qui proposent à leurs volontaires de courir les 20 km de Bruxelles et de récolter pas de grosses sommes, 100, 200 euros. Maintenant, il y en a qui récoltent beaucoup plus. Dans le cadre des 20 km de Bruxelles. C'est quelque chose qui est facile pour eux parce qu'ils envoient un mail à leurs volontaires et les volontaires, ça fait 10 ans qu'ils courent les 20 km, donc ils le font pour l'organisation. Si nous, toute nouvelle petite entreprise, on lance notre plateforme et on envoie un mail déjà, je ne sais pas trop à qui, en leur disant inscrivez-vous, récoltez 100 euros pour votre organisation. Donc c'est juste différent. Et du coup, moi, admettons, j'ai un projet, je suis une ONG, je toque à la porte de Collect, je lui dis voilà, j'ai besoin de lever des fonds,
Donc vous construisez une plateforme pour moi. Évidemment, j'ai mon mot à dire. Est-ce que je peux vous dire, voilà, j'aimerais que la plateforme ressemble à ça, à ça, à ça. Et une fois que la plateforme est faite et construite, est-ce que vous m'aidez tout ce qui est au niveau de la promotion, d'aller chercher les fonds, d'aller récolter les fonds en tant que tel? Est-ce que vous m'aidez aussi à ce niveau-là? Ouais. Ça va dépendre. Enfin, oui, on va t'aider. Ça va dépendre de toi et de ce que tu veux, d'où tu veux aller avec nous. Parce qu'on peut simplement dire, bah voilà, si t'as pas un budget énorme ou quoi, on a des guides ou pas mal d'articles pour t'aider à communiquer autour de ta plateforme. Mais alors pour d'autres, peut-être plus gros clients, là on propose aussi des workshops qu'on mène avec leurs équipes, avec leurs volontaires. Et donc là voilà, ça va beaucoup plus loin. Oui, c'est ça ma question en fait. C'est quoi votre business model? Puisque les gens viennent chez vous parce qu'ils ont besoin de récolter des fonds, mais ils sont prêts à payer pour un service pour récolter des fonds justement? Oui, donc le business model, clairement chez nous, il y a plusieurs rentrées d'argent. La principale, c'est une licence que les clients payent tous les mois ou tous les ans pour leur plateforme. Ensuite, au-delà de ça, il y a un frais de transaction. Enfin, sur le frais de transaction d'un paiement en ligne, il y a une partie qui sert à payer l'organisme de paiement et une partie qui est plus ou moins grande qui nous revient et plus ou moins grande en fonction du support qu'on fait pour le client. Donc elle est plus grande si on doit faire beaucoup de support et donc on a par exemple sur quelques plateformes, il y a une petite bulle avec quelqu'un de chez nous qui automatiquement demande « Ah, est-ce que je peux t'aider ?» Ça c'est automatique, mais après dès que la personne va écrire, voilà, ça arrive chez nous toi, et il y a du support à faire. Là où il n'y a pas de support, on ne met pas cette petite bulle, on ne met pas nos numéros de téléphone et donc là ça coûte moins cher. Donc c'est progressif quoi. Au plus vous avez à faire, au plus vous êtes... et c'est pour ça que c'est bien, vu que c'est un pourcentage, normalement c'est assez, ça reste assez ok, vu que plus il y a de trafic, plus il y a de support, et donc vu que c'est un pourcentage, plus le pourcentage, le chiffre absolu augmente pour lui. Et alors, dernier point de rentrée, là ce sont tous des frais fixes. Donc par exemple un workshop, là on paye, le client paye un workshop sur un devis. Où beaucoup de clients demandent par rapport à la plateforme des pages sur mesure, la page d'accueil par exemple. Donc on a tout un système pour qu'ils puissent la créer eux-mêmes. Mais c'est vrai que les plateformes avec des pages sur mesure fonctionnent quand même mieux. Parce qu'elles sont mieux conçues et plus dans le message du client. Mais du coup, j'ai oublié ma question, c'était... Oui, c'est ça, une problématique à laquelle pas mal d'entrepreneurs sont confrontés quand ils lancent leurs produits, leur entreprise, c'est le pricing. Comment vous avez fait pour déterminer, tiens, nous, ce qu'on fournit, ça vaut ça, et ça vaut pas ce prix-là comment tu définis le pricing de ce que tu fais? Au début, vu qu'on avait créé notre plateforme, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé notre plateforme, on s'est rendu compte que c'était pas si facile d'avoir des gens qui venaient créer des projets dessus. Et à côté de ça, on a eu une première demande d'une organisation qui s'appelle Spicy Tree. Et eux organisent un triathlon par équipe de 3, avec comme condition que dans l'équipe de 3, il doit y avoir une personne porteuse d'un handicap. Donc ils aimaient bien l'idée, notre plateforme, etc. Seulement, ils l'auraient voulu dans leur couleur. Avec leur communication et être maître de leurs données. Donc on n'avait pas prévu ça à la base. Donc on a réfléchi, on a dit ouais ok, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. On a déjà un produit qui est là qu'on peut plus ou moins dupliquer. Et donc à ce moment-là, on a un peu plus simplement calculé combien ça coûterait à partir de ce qu'on avait à la manière d'une agence. Puis très rapidement, on a eu une deuxième demande de la Fondation Saint-Luc, donc de l'hôpital Saint-Luc à Bruxelles, pour plus ou moins la même chose. Là, c'était déjà dans le cadre des 20 km par contre. Et puis une troisième quatrième, si bien qu'à un moment, on s'est dit, waouh, peut-être qu'on va laisser tomber notre plateforme à nous, dans laquelle on met de l'effort,
et qu'on va se concentrer sur cette demande parce que il y en a une. Donc c'est ce qu'on a fait. Et c'est seulement à partir de, je dirais peut-être 6 ou 7 clients que ça a commencé à... qu'on a commencé à pouvoir imaginer un modèle de licence parce que ça nous... ça allait pour nous de plus en plus vite à chaque nouvelle plateforme de créer la suivante. Oui, il y et donc il y a un moment, et il y a un moment, et le produit évolue aussi. Et donc il y a un moment, il y a plus, ça a plus beaucoup de sens de demander d'un coup 15 000 € à une ONG pour créer la plateforme, alors qu'en fait on pouvait la créer très rapidement. Et donc là, on est passé sur un modèle de licence. Donc le pricing, enfin pour répondre à ta question, il a évolué simplement, et tu vois un petit peu aussi combien les gens sont prêts à payer pour Au final, vous avez utilisé une méthodologie lean, quoi. Vous êtes confronté au client, et c'est en fonction de ce que vous vous adaptiez au client, en fait. Ça a shapé votre produit, quoi. Donc on s'adaptait au niveau du prix et donc aussi au niveau des fonctionnalités qu'on proposait, parce que voilà, si un client veut, je sais pas, un truc complètement fou à faire, on dit ok, ça coûte 100 000. Il dit ah non, moi mon budget c'est 15 000, bah alors la réponse c'est pas de dire ah ok, on fait quand même ton truc de fou pour 15 000, alors tu dis ah bah on peut pas faire ça. Donc voilà, on s'adapte dans les deux sens, quoi. Il y a aujourd'hui quelque chose qui est très important quand tu développes un site, enfin arrête-moi si je me trompe, c'est la première page sur laquelle le visiteur arrive. Elle doit être designée d'une certaine manière pour pas avoir un taux de rebondi trop élevé. C'est aussi valable pour la levée de fonds, j'imagine, ce que vous faites. C'est quoi pour toi une bonne page web qui va retenir l'attention des gens? Comment tu fais pour développer une bonne page web? Enfin, les quelques éléments qui doivent être présents pour toi. Donc je vais peut-être déjà le dire pour nous, parce que je pense que c'est pas une réponse que tu peux juste ça varie sortir. En fonction, ça dépend déjà. Donc la réponse est ça dépend. Mais je dirais que pour nous, donc dans notre cas un peu plus particulier, déjà de façon générale en fait, avoir un visuel déjà qui est sympa, avec une phrase courte mais qui explique bien où on est. Et alors à la limite, je trouve que ce qui est assez intéressant, important, c'est le header, la navigation sur un site, qui au final te permet aussi vite de comprendre ce que tu peux faire sur le site. Quand tu as déjà vu ça et que si en 4-5 secondes tout est clair, ça t'invite déjà à découvrir le reste. Et tu n'as pas l'impression en tant que visiteur d'être arrivé là par erreur ou ça doit pas être ça, je me suis trompé. Donc je dirais ça. Ce qu'il y a aussi chez nous, c'est que il y a pas mal de... Donc les plateformes fonctionnent parce que chaque porteur de projet a son projet et le partage. Donc il y a énormément de trafic qui arrive, beaucoup plus par les projets que par la page d'accueil elle-même. Donc le projet aussi pour nous est une page très importante pour ce taux de rebond. Et là, là où on est un peu plus confortable peut-être que des sites plus de marques ou des sites marketing, disons, c'est que il y a derrière un aspect collecte d'argent et bonne cause. Et c'est aussi mon ami qui m'a partagé sa page, donc je vais plus facilement la lire, un peu plus que si c'est un site que je viens voir vite fait entre deux coups de fil. Donc ça doit être cohérent par rapport à ce que la personne pense. Clairement. Ça doit être cohérent. Lui dire clairement où elle est et ce qu'on peut faire là. Vous êtes passé par Nestup. Oui. Est-ce que tu peux... Bon, il y a eu plusieurs personnes qui sont passées dans ce podcast qui ont également fait Nestup. Tu as dit que tu avais un projet autre que Coalex. C'était quoi ce projet? Le projet, c'était... On voulait construire donc proposer à des commerçants de construire une boutique en ligne, mais pour vendre des abonnements à des produits, pas le produit lui-même. Mais par exemple, si je suis un boulanger, c'est pas vendre mon pain en ligne, c'est vendre un abonnement à mon pain. En ligne, donc tous les jours pour un boulanger, disons, les gens chez toi, reçoivent leur pain chez eux. Donc nous, on voulait développer la plateforme pour que ça soit possible pour plein de commerçants de le faire. C'est avec ce projet-là qu'on est... Donc on a été présélectionné en fait dans Nestup. Donc
à chaque fois, c'est un petit peu, le concept a un petit peu changé. Nous, c'était 12 présélectionnés et 6 startups sélectionnées qui participaient au programme. Ok. Et maintenant, ça a changé. Ça s'appelle Startup Camp. Ouais, c'est encore. Mais du coup, vous êtes passé de ce projet-là à Coalect. Parce que Coalect était plus prometteur, parce que tu accrochais bien au projet, parce que tu t'y reconnaissais. Parce que je me suis dit... Qu'est-ce qui a fait, au final, mon projet, je vais à moins de chances de fonctionner qu'un Coalect? Non, je pense que ça a plus été une question d'équipe que de projet. C'était plus le fait de pouvoir travailler avec Maxime et Lloyd, qui font quelque chose, enfin qui font du travail aujourd'hui que je pourrais pas faire, ou alors je dois pas faire. Enfin voilà, c'est une question, voilà, c'est ça d'avoir finalement la bonne équipe. Et puis alors, le projet a été Coalect parce que c'est le projet qui a été sélectionné. Je pense. Mais en fait, ça n'a pas vraiment été une question. Tiens, quel projet fait-on ? C'était l'équipe qui rentrait en jeu. Oui, c'est ça. Et ça avait juste du sens de partir sur l'idée de Coalect. Pour toi, la complémentarité entre les cofondateurs, c'est la chose la plus importante au niveau des compétences, je veux dire. Je ne sais pas si c'est la chose la plus importante. Je trouve que pour nous, c'est très important. Je vois beaucoup de startups qui commencent, maintenant c'est logique, mais plus avec des profils business. Simplement parce que voilà, c'est des études qui donnent envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors que moi, par exemple, j'ai fait des études de web design. J'ai pas l'impression d'avoir vraiment eu des cours ou des incitations à me lancer tout seul par après, ou de lancer un projet. Et pareil, à mon avis, pour Anthony qui a fait développement web, c'est plus faites un bon stage dans une bonne agence où vous vous plaisez bien et commencez comme ça. Mais après, c'est une autre approche qui est aussi très intéressante, c'est sûr. C'était pas juste la mienne. Et au final, c'est comme ça que je me suis retrouvé un peu dans l'entrepreneuriat sans vraiment un jour me dire je vais faire entrepreneur. C'est juste. C'était pas quelque chose qui. C'était pas ton grand projet de vie. Comment ça t'est venu? En fait, on a avec Anthony, qui est, comme je l'ai dit, développeur web, c'est un ami de longue date. Pendant nos études, on avait déjà quelques petits projets qu'on faisait pour des clients, un resto, un imprimeur, des architectes, des petits trucs comme ça qui arrivent quand on est étudiant. On s'est posé la question à la fin de nos études, donc on a fini en même temps, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on va chercher un boulot? On a décidé de continuer et de voir où ça allait, parce qu'on avait tous les deux la chance c'est une question de famille ou quoi, mais on pouvait se permettre de rester un an chez nous sans que ça pose trop de problèmes, essayer de lancer ça. Donc moi, c'est ce que j'ai demandé à mes parents en fait en sortant des études. Ils me demandaient est-ce que ça va si je reste encore un an à squatter ici plutôt que d'aller chercher un boulot. J'ai essayé de lancer ça. Donc on a lancé plutôt une agence. Et quand on travaille en agence comme ça, surtout quand on commence, il y a des jours où c'est full projet et des jours où il n'y a rien parce qu'on n'a pas assez de clients ou parce qu'on attend des réponses de clients qui doivent nous donner du feedback sur une page web ou quoi. Et pour pas perdre ces jours-là, on s'est dit on va faire un petit truc de notre côté. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé avec l'idée de cette boutique en ligne d'abonnement. C'est comme ça qu'on a postulé à Nestup et donc au final qu'on a rencontré Lloyd et Maxime et qu'on a lancé Coalect. Alors en fait au début de Coalect, Anthony et moi on avait encore des clients du côté de l'agence, donc qu'on a gardé et on a continué un petit peu à faire les deux en parallèle. Et puis voilà, tout doucement Coalect a pris le dessus. T'as fait la transition. Voilà, c'est ça, doucement quoi. Pour quelqu'un qui voudrait se lancer, l'expérience Nestup Startup Camp, pour toi, c'est un truc à faire et il faut le faire parce que ça vaut vraiment le coup? Je pense que ce qui est très intéressant, au-delà des méthodes qu'on apprend et de l'expérience en général, c'est surtout les connexions avec les gens.
donc les coachs ou les autres gens qui lancent leur start-up. Simplement parce que tu as des personnes à qui parler qui comprennent ce que tu fais, enfin ce que tu vis toi-même. Ouais. Donc le faire tout seul de son côté, je pense pas qu'il y ait un problème de compétences. Je pense pas que Nestup ou Startup Camp soit vraiment un endroit où on va apprendre des nouvelles genre compétences. Quoi. Non, on va pas te mettre devant un ordi, hein, ben voilà, c'est comme ça que tu fais une page HTML. Mais c'est plutôt beaucoup du partage d'expérience et des connexions qui font que tu te sens vraiment poussé aussi. Et... Je pense que c'est une question d'environnement aussi. Je pense que l'environnement est hyper important. Oui, clairement. Et si tu es dans un endroit où tout le monde essaye de faire un truc et de lancer quelque chose, tu es toi-même drillé et ça te met dans un état où tu dis bah, ok, tout le monde le fait, moi aussi il faut que je me bouge et moi aussi il faut que j'aille voir mes clients, etc. C'est pour ça que les gens, et qu'il y a de plus en plus d'incubateurs qui oui, c'est un truc dingue, hein. Tu as de plus en plus d'endroits où tu peux aller. Dans toutes les villes maintenant. Il y en a partout. Oui, tu parlais justement du fait que tu étais dans un endroit où les gens comprenaient ce que tu vivais. Toi, ton entourage, il a réagi comment quand tu leur as dit je vais me lancer, je reste un an chez vous, mais je veux lancer mon propre truc. Tes parents, ils ont réagi comment? Tes amis, ils ont réagi comment? Qu'est-ce qu'ils ont pensé? On dit souvent qu'en Belgique ou en Wallonie, on n'est pas vraiment pro-entrepreneuriat ou quoi. J'ai pas senti de frein en tout cas. Personne m'a dit non, tu dois pas faire ça. Maintenant, disons du côté de mes parents, donc ma mère est institutrice, mon père est policier. Donc voilà, c'est pas de métier entrepreneuriaux. Donc en fait, je sais pas exactement ce qu'ils ont pensé. Peut-être qu'ils se sont dit ouais, il va faire sa popote pendant un an et puis il ira chercher un boulot et il ira bien. Donc je sais pas trop s'ils y croyaient vraiment ou s'ils me laissaient juste faire. Après ils m'ont encouragé dans le sens où ça n'a vraiment pas été un problème pour moi de choisir ce parcours-là avec les contraintes que ça leur mettait à eux. Donc ça c'est déjà très bien. Du côté de mes amis, non, je pense que c'est plus des encouragements. Ils comprenaient ce que tu faisais? Oui, ça oui. Et puis oui, c'est assez encourageant quand on a... Enfin, quand quelqu'un dit... C'est des petites phrases, hein, mais c'est « Ah oui, c'est cool, j'ai vu votre truc là. » Et puis voilà, mais c'est vrai que ça te donne... ça te booste un peu. Ça te donne du courage. Donc, plutôt encourageant du côté des amis quand même. Mais sans être forcément... ils vont pas non plus me pousser. C'était tempéré, on va dire. Oui, voilà, c'est ça. Ils t'ont pas dans la discussion. Ils t'ont pas empêché ils t'ont pas retenu, mais ils n'étaient pas en mode ouais, vas-y, on te pousse à fond et tout. Ouais. Et il y a j'y pensais parce qu'il y a d'autres gens ça dépend vraiment des gens que j'interviewe en fait. Des fois, ils ont un super bon soutien de leurs parents. Parfois, c'est pas du tout soutenu et ils disent arrête tout de suite. Et d'autres, comme toi, c'est tempéré. Il y a une croyance, enfin pas une croyance, mais une statistique qui revient, qui dit que quand tu veux entreprendre tout seul, tu as peu de chances de réussir. 2-3 cofondateurs, c'est nickel, et 4, ça devient un peu plus compliqué. Est-ce que tu as trouvé que c'était compliqué d'entreprendre à 4 et de monter un truc à 4 cofondateurs? Non. Non Parce que c'est la première fois que je vois pas quel rôle à 3 cofondateurs en fait. Ah oui. En général, c'est 2-3. Oui, c'est vrai que 4, c'est un peu plus rare. C'est vrai que j'ai vu, c'était la semaine passée, je crois qu'il y a eu l'agence du digital qui a publié une étude comme ça sur les startups en Wallonie. L'agence digitale ou Digital Wallonia, qu'importe le nom qu'ils ont cette année. Mais c'est vrai que je crois que c'est 2-3, c'est le nombre, la majorité. Idéal, 4, en fait, ça a été assez facile pour nous parce que chacun avait un rôle vraiment bien défini. C'était son domaine. Et donc, je ne sais pas lequel de nous 4 on aurait pu ne pas avoir sans que ça... Chacun avait un rôle bien défini, quoi. Maintenant, évidemment, le problème, c'est que... c'est un peu comme dans tout. Une fois, quand tu es 4, c'est difficile de revenir à 3. Quand tu es 3, c'est plus facile de passer à 4. Donc, c'est sûr qu'il y a moyen de s'adapter à chaque fois. Donc, on connaît des gens qui se lancent tout seuls. Je pense que ça, c'est très compliqué.
Ouais, tout seul. Parce qu'il y a énormément de choses à faire et donc il faut avoir des priorités. Et au final, il faut quand même si ce ne sont pas des personnes qui font partie du projet à la base, il faut quand même plus vite d'autres personnes qui le rejoignent ou qui tournent un peu autour, ou aller chercher une agence pour développer le produit ou passer par un consultant pour, je sais pas, pour la communication. Alors que quand on est à 3 ou 4, il y a peut-être déjà une personne qui peut libérer la moitié de son temps pour ce genre de choses. Et je pense même qu'au niveau émotionnel, tu as plus de chances de te décourager si tu es seul et que tu n'as pas un coéquipier pour te rebooster et te dire allez, on y va, on avance et on continue. Oui, c'est sûr. Donc ça, en fait, je pense que plus il y a de personnes dans la start-up, enfin disons plus il y a de fondateurs, mieux c'est peut-être, bon, sans arriver à 10 fondateurs, mais je veux dire, si je réfléchis à être 2, comme tu dis, voilà, quand tu es tout seul, si tu es un peu démoralisé, 2, tu peux aussi être un peu démoralisé, les deux en même temps. Donc, alors que quand tu es à 3 ou 4, il y a toujours quelqu'un qui... C'est déjà vite, c'est une équipe en fait. Donc il y a toujours... Tu avances parce qu'il y a une équipe et c'est un groupe. Et donc tu dois faire des choses pour un groupe et pas juste pour toi plus une autre personne ou pour toi tout seul. Au niveau time management, ça se passe comment pour toi? Est-ce que tu as des journées de travail colossales ou ça va, tu arrives à gérer Ouais. Ça dépend les périodes. Une particularité chez nous, c'est qu'on travaille à la fois sur un produit et pour des clients. Donc, ça, tout le monde, évidemment, fait à un produit et des clients. Enfin, bon, pas forcément un produit, mais chez nous, il y a vraiment un aspect start-up, vraiment au sens propre du terme. C'est un produit qu'on développe et on fait, entre guillemets, rien d'autre. Avec des clients à gérer sur le côté, des clients proches, donc des clients qui ont notre numéro de téléphone. Quoi. Ok, donc, je pense que c'est bien en même temps. Oui, c'est bien, mais donc c'est un type de client qui est différent d'un B2C par exemple, je vais pas appeler le gars de Twitter parce que j'arrive pas parce que j'ai pas envie de me limiter à 140 caractères. Quoi. C'est comme ça et tu le prends avec. Alors que chez nous, le client qui dit moi je veux que ma page y ait cette section-là en plus, voilà, il nous appelle. Donc c'est différent à gérer. Donc ça dépend vraiment c'est ça. Pour revenir sur le temps, le time management, ça dépend un peu des clients. Et donc ici en récolte de fonds, il y a des mois qui sont plus intenses que d'autres. Donc les mois avril, mai, juin sont assez intenses parce qu'il y a pas mal d'activités. Et puis après il y a les 2 mois de vacances où là c'est vachement calme. Et puis alors ça reprend septembre, octobre et surtout novembre, décembre. Est-ce que vous avez déjà eu des clients chiants? Est-ce qu'il t'es dit oh là, il m'ennuie ce client pour rester poli qui ont énormément de demandes et qui sont un casse-tête sur la plateforme et qui parfois, admettons, ils n'arrivent pas à leur objectif de récolter telle quantité de fonds, ils vont mettre la faute sur vous. Si vous avez déjà eu des ennuis avec des clients? Oui, clairement. Je pense que n'importe quel entrepreneur qui te dit non, jamais aucun problème, te mentirait. Maintenant, j'aime bien voir les clients comme la satisfaction des clients. On n'a pas un truc chiffré, c'est juste un sentiment. Mais c'est aussi avoir l'humilité de dire ah ouais, en fait mon produit vaut ce sentiment chez les clients. Quoi. Et donc s'il n'est pas bon, là où il y a beaucoup de gens, et peut-être moi quelques années aussi, beaucoup de gens qui diraient oh, le client il est chiant, il veut ça, il se rend pas compte, truc. Je pense qu'il y a juste aussi une question d'éducation des clients, pas ils ont été mal éduqués, mais que c'est aussi notre rôle d'éduquer quelque part le client pour qu'il comprenne aussi notre côté. Et donc, ah non, ça prend pas 5 minutes de rajouter un bouton là parce que c'est lié à plein d'autres choses. Il faut poser le cadre. Donc, je pense qu'il y a moyen d'éviter ces clients chiants. C'est une question de communication aussi avec eux. Maintenant, c'est comme dans toute relation, il y a des hauts et des bas.
Et on essaye qu'il y ait plus de haut que de bas au maximum. Mais au final, moi j'aime vraiment bien les clients qu'on a et j'aime bien travailler pour ces clients-là. Aujourd'hui, les clients viennent vers vous parce qu'ils se disent je vais utiliser Coalect pour faire ma récolte de fonds, ou est-ce que c'est vous qui devez aller les chercher? Les deux. Les deux? Oui. Donc si on parle encore des ONG, en Belgique c'est un petit monde, parce que la Belgique n'est pas un très grand pays. Et donc dès qu'on participe à un événement ou deux, tout le monde t'as vite fait le tour. Tout le monde a vite entendu parler de toi. Et donc à ce moment-là, soit ils viennent vers nous parce qu'ils se disent qu'il y a quelque chose à faire pour eux, ou alors nous, il y a aussi un travail de prospection évidemment, de voir ce client-là lance ce genre de campagne, peut-être que ce serait intéressant d'aller le rencontrer et simplement voir si on peut faire quelque chose ensemble. À l'inverse, ça nous est déjà arrivé d'avoir à ce moment-là des clients qui viennent vers nous et à qui on a dit non, pas parce qu'on les aime pas, mais juste parce que on savait, on sait dire que ça va pas marcher avec ces clients-là parce que il n'y a pas une communauté autour qui est déjà là. Et donc, on peut lui faire la plateforme, ça nous fait de l'argent, mais on sait que ça n'aurait pas fonctionné. Et donc au final, c'est pas très intéressant. Au niveau réglementation, comment ça se passe? Parce que j'ai interviewé des entrepreneurs qui étaient dans le domaine de l'alimentaire. Au niveau collecte de fonds, monétaire, est-ce qu'il y a des types de réglementations qui sont très strictes? Et vous avez dit, oula, là on doit être sérieux, on a telle chose à faire. Ça se passe comment? Il y a plusieurs aspects. Mais donc si on prend le crowdfunding, parce que c'est un peu le sujet d'actualité, on est dans un type de crowdfunding qui manque justement de régulation. Donc on ne sait pas exactement il n'est pas écrit noir sur blanc ce qu'on peut ou ce qu'on ne peut pas faire. C'est déjà beaucoup plus clair pour du crowdfunding financier, et heureusement. Donc en fait c'est juste là où tout ce qui est campagne de dons et tout ça, tout se passe encore en liquide, etc. Donc c'est très difficile pour un gouvernement de voir tout ce qui se passe. Je pense que tout est resté encore un peu sous le radar à ce niveau-là. Donc il n'y a pas... En fait, c'est un peu un problème pour nous parce qu'il n'y a pas de réglementation. C'est ça. Et donc tout ce qu'on fait doit aussi être un peu vérifié par nous et être sûr que c'est OK pour nos clients. Après, là-dedans, nos clients ont beaucoup plus d'expérience aussi parfois que nous, parce que c'est une ONG qui fait ça depuis 50 ans. Ça. Et donc eux savent aussi très bien, et eux, leurs dons sont déclarés, etc. Donc il y a déjà moins de questions que si ça passait par la plateforme qu'on avait créée tout au début. Et c'est pour des groupes de scouts, mais c'est de l'argent qui est là et ça circule, mais sans que personne soit vraiment au courant. Donc là, vu qu'on passe par des ONG, ce problème est un petit peu résolu. Sinon, il y a d'autres aspects qui sont importants aussi dans ces mouvements d'argent et de vie privée, où là on doit juste, ce sont des lois et on doit s'y plier, et heureusement que... heureusement qu'il y en a en même temps. C'est sûr. Il y a une question que je pose assez souvent, que je pose quasiment à chaque fois en fait. Il y a le fait que je veux entreprendre, pas moi, mais j'imagine quelqu'un. Je veux entreprendre, j'ai une idée, j'en parle pas parce que j'ai peur qu'on me vole l'idée. C'est la question que je pose à chaque fois quasiment. C'est quoi ton avis? Mon avis c'est que moi je pense que je suis dans l'extrême inverse. Donc je vais très vite parler de quelque chose ou très vite partager quelque chose. Parce qu'au final une idée, c'est vrai que c'est très bien d'avoir des idées. Mais c'est surtout l'exécution qui compte au final. Donc, créer une plateforme de crowdfunding, c'est une idée en soi. C'est pas la plus originale, mais c'en est une. Par contre, comment tu vas créer ta plateforme et comment, à qui elle est destinée, c'est quoi le truc qui fait que les gens viennent chez toi et pas sur la plateforme à côté, c'est ça qui est important au final. C'est l'exécution. Donc, c'est pas ton idée. Tout le monde a des idées au final. Oui, c'est ça.
bon, maintenant je parle dans notre domaine. Peut-être qu'il y a des domaines où c'est un peu plus touchy, genre, je sais pas, biotechnologie ou des machins. Si tu as brevé le truc et que c'est ça, des choses comme ça. Hyper performant, tu te dis, bon, peut-être sécuriser le truc avant d'en parler, quoi. Parce que là, effectivement, si tu n'as pas de brevet, tu peux avoir des grosses boîtes qui prennent vite ce que tu as fait et qui l'adaptent. Et puis, toi, comme tu es tout seul dans ton garage, c'est un peu compliqué. C'est quoi. Donc voilà, pour certains domaines, il y a des brevets qui protègent. Maintenant, je pense que dans le monde des startups, quand tu as une idée, tu la développes un petit peu, tu as quelque chose. Après, si tu as un géant d'Internet, genre Google, soit qui voit passer ton truc ou qui a plus ou moins la même idée, le jour où il lance, enfin, t'as quand même un problème, que ça soit au tout début ou après 3 ans. Donc voilà, et il y a un nombre d'histoires infini où une petite boîte qui lance un truc voit son idée se fait, ou alors ils se font racheter. Ou même quelque chose de similaire se fait développer chez Facebook ou Google ou j'en sais rien, ou Apple, et au final ça prend pas parce que voilà, donc c'est pas non plus parce que quelqu'un d'autre est sur le même segment que ça va pas marcher. D'ailleurs, à l'inverse, il y a aussi un peu la théorie de mais s'il y a du monde là-dedans, c'est qu'il y a quelque chose, c'est que c'est pas une bête idée. Si toi aujourd'hui tu devais recommencer de zéro, c'est par où tu commencerais? Ce serait quoi ta première étape si tu veux te lancer aujourd'hui? Déjà, voir avec qui je travaillerais. Ok. Donc, former une équipe assez tôt dans le projet parce que si c'est ton équipe de fondateurs, tu as quand même un rôle au final qui sera toujours un petit peu différent d'employé, ou même si un employé structurellement dans ta boîte est au même niveau que toi, il y a quelque chose qui est différent quand tu es fondateur. Donc je pense que le casting de fondateur est très important. Oui, sinon c'est un peu fait comme ça et voilà. Et ça se passe très bien. Mais la première étape, ce serait ça, oui. Ok. Et ce serait le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut entreprendre, savoir avec qui fonder la boîte, trouver avec qui entreprendre, ce serait ça ton conseil? Clairement. Ok. Puis alors, en fonction... Enfin, après, c'est un peu la question de l'œuf ou la poule. Il y a l'équipe, il y a le projet, et quelle équipe pour le projet, et quel projet pour quelle équipe. Voilà. Ouais, au final, je pense que ça se fait assez naturellement. En général, tu as soit un projet, tu dis tiens, il faut que je trouve quelqu'un qui puisse m'aider à le développer, ou alors tu as un pote avec qui tu veux entreprendre et vous avez une idée commune, quoi. Maintenant, sachant que souvent le projet change, de toute façon, il y a des pivots de toute façon. Il bouge un petit peu, ou beaucoup. L'équipe, normalement, moins. Donc, c'est pour ça que j'irai d'abord avec l'équipe. Okay. On arrive à la question de la fin. Si je suis une ONG ou que je veux faire une récolte de fonds, où est-ce que je trouve Coalect? Comment est-ce que je vous contacte pour travailler avec vous? Tu peux aller sur coalect.com. Ok. Donc Coalect, c'est K-O-A-L-E-C-T, c'est le koala qui collecte, un petit koala. Ou tu peux envoyer un mail à hello@coalect.com. Ok, super. Merci Simon. Merci.